Le 18 février 1970, la police de Munich perquisitionne au domicile de Madame Barbara Dollerer, 59 ans, à la demande de son fils, et découvre son cadavre dans sa chambre. « Quoi ?» s'exclame le chef de la police du quartier. « La mère Dollerer ? Mais ce n'est pas possible. »« Si. Ça alors ?» Dans quelques instants, chers amis, quand vous connaîtrez les raisons de l'étonnement de la police, vous le partagerez sûrement, cet étonnement. On appelle aussitôt le lieutenant Klantenferg, vieux policier rusé, travailleur calme, enquêteur patient, mais sujet à des accès de colère. Même pour un vieux flic, le spectacle est difficilement soutenable. Madame Dollerer, entièrement vêtue et chaussée de bottes, est étendue sur le lit, bâillonnée à l'aide d'un foulard, les bras et les pieds étroitement entravés. Une corde de chanvre, dont une des extrémités repose sur sa poitrine, lui en serre le cou, corde qui a servi à l'étrangler. Madame Dollerer porte un collier de perles intact, ceci bien que son cou soit lardé de coups de couteau ainsi que son corps. On relève sur sa tête plusieurs traces de coups portés à l'aide d'un objet contendant. Chers amis, je devrais arrêter là cette description horrible, mais je dois dire que le lieutenant note un détail qui aura son importance. Au pied du lit se trouvent des gouttes de sang. Or, leur forme est ronde, et non pas étoilée, donc elles ne sont pas tombées de haut. Et le lieutenant suppose qu'une première lutte a eu lieu à terre. Si le reste de la maison est dans un ordre parfait, la chambre de la victime, par contre, ne l'est pas, et le désordre du lit, maculé de sang, sur lequel est étendue Barbara Dollerer, dénote qu'il y a eu lutte. D'autre part, 2 tiroirs de la coiffeuse sont ouverts. Il manque, d'après le locataire de Madame Dollerer, les clés de la maison ainsi qu'un porte-monnaie dont il ignore le contenu. Car le premier témoin qu'interroge le lieutenant, c'est un locataire de Madame Dollerer qui a 74 ans. Il déclare être pétrifié, affolé par la découverte de ce crime, comme d'ailleurs la police locale, et vous allez bientôt comprendre pourquoi, chers amis. Avec le médecin légiste, le lieutenant détermine rapidement que la victime est morte dans la nuit du samedi au dimanche, bien que la rigidité cadavérique soit encore complète le mercredi à midi avec une température de 13 degrés dans la chambre. Enfin, le lieutenant se décide à entendre le chef de la police du quartier qui déclare qu'il connaît Madame Dollerer, 59 ans, femme d'affaires, artiste et artisane, dont le commerce marche fort bien. Sa vie était des plus normales jusqu'en septembre 1968. Là, son comportement subit un changement. Elle se sent persécutée de tous les côtés par des espions, des rayons nocifs, etc. En un mot, son entourage estime qu'elle donne des signes de dépression mentale. C'est alors qu'elle a un premier contact avec la police du quartier, à qui elle vient se plaindre. Trop souvent dérangée en pure perte par ces malheureux atteints de la maladie de la persécution, la police la renvoie avec quelques paroles de réconfort, sans la prendre au sérieux. Mais, il y a à peine 10 jours, elle est venue une fois de plus déclarer textuellement « Dans quelques jours, je serai assassinée dans ma maison du crime. Mon assassin aura les yeux noirs. » Ce lieutenant de police a donc pleinement conscience d'ouvrir un dossier extraordinaire. Étant donné la façon dont Barbara Dollerer, qui je vous le rappelle a 59 ans, a prophétisé sa mort, le lieutenant chargé de l'enquête se pose la question, s'agit-il d'un crime ou d'un suicide? Le voilà donc dans la maison du drame en face des 2 hommes les plus proches de la victime. Le vieux locataire, grand, maigre, encore vert, le type même de l'ancien combattant, bourru, et que l'âge rend puéril, et le fils, un blondinet de taille moyenne, bourgeois et fade. Pour eux, il n'y a aucun doute, Barbara s'est suicidée. Ils en sont même tellement convaincus qu'ils regardent avec un étonnement narquois le lieutenant fureter dans la vaste bâtisse. « Mais pourquoi ne croyez-vous pas au suicide, lieutenant ?» demande le vieux locataire. « Et vous? Pourquoi y croyez-vous » Le vieux locataire lève les bras au ciel. « Mais lieutenant,
Parce que c'est évident, on aimait tous Barbara, mais on ne peut pas oublier qu'il y a 2 ans, elle a passé 13 mois dans une clinique neurologique, sans résultat. C'est-à-dire, bien, quand on est sorti, elle était plus persuadée que jamais qu'on allait l'assassiner. Elle en parlait à tout le monde, nous, ses amis, les voisins. Je comprends que cela vous trouble, dit le lieutenant. Moi aussi, d'ailleurs. Mais je ne peux pas me contenter de ça pour déclarer que c'est un suicide. Le fils de Barbara intervient. « Écoutez, lieutenant, c'est forcément un suicide, puisqu'il y a quelques jours, elle s'est mise à distribuer des cadeaux à tout le monde et elle a souscrit une assurance sur la vie. » Au bénéfice de qui? À mon bénéfice? Je suis son légataire universel. Elle a dit à ma tante, « Au revoir. Tu ne me reverras sans doute plus dans cette vie. Dans quelques jours, je serai tué dans ma maison. Mon assassin aura les yeux noirs. » Ah, évidemment, le vieux policier se sent un peu gêné devant les 2 hommes dont la conviction, même si elle est simulée, coïncide avec le bon sens. Mais tout de même, le lieutenant ne voit pas très bien comment cette femme aurait pu se suicider en accomplissant sur elle-même un pareil carnage. Depuis qu'il est sur les lieux, il n'a pas encore répondu à la première question qu'il se pose. Don de double vue, pressentiment, divagation d'un cerveau dérangé conduisant au suicide, ou, pourquoi pas, un meurtre sur commande. Il demande au fils, « Vous n'avez rien remarqué d'anormal ces dernières semaines ?» Le fils hoche la tête, non, il n'a rien remarqué, et pour cause, il a quitté le domicile maternel il y a plusieurs mois à cause des disputes incessantes qu'il avait avec sa mère. Je n'ai pas besoin de vous dire, chers amis, que le lieutenant a depuis longtemps rangé ce blondinet dans la catégorie des suspects possibles. Et le vieux locataire, au fait, qu'est-ce qu'il fait là? Alors le vieillard explique que Barbara, ayant rompu les ponts avec son fils, elle se sentait seule, avait peur, c'est pourquoi elle a décidé de prendre un locataire. Sa maison, située dans une rue calme, étant très vaste, elle lui a donc offert l'hospitalité en échange de sa protection. Observant les mains tremblantes du vieux locataire, le lieutenant pense qu'il s'agissait d'une protection bien illusoire. « Et comment lui avez-vous manifesté cette protection ?» Le vieux locataire répond que lorsqu'il a emménagé, il avait dans ses bagages une hache et un couteau. Dans un sens, c'est comique, mais ça fait un deuxième suspect possible. Alors, avec les 2 témoins, le lieutenant reprend les faits qui ont précédé le crime dans leur ordre chronologique. Le samedi 14 février 1970, Barbara Dollerer quitte sa maison vers midi en compagnie de son locataire et protecteur qu'elle dépose devant un restaurant où elle lui assure qu'elle viendra le rechercher. Barbara s'en va seule. À 15 heures, ce même jour, une voisine de Barbara, à la fenêtre de sa cuisine, voit une voiture s'approcher. Cette voiture s'arrête, Barbara Dollerer en sort et se précipite vers sa maison. Quelques minutes après, le chauffeur, un homme assez jeune, la suit, hésite, regarde de tous côtés, puis se décide à entrer. À 19 heures, le vieux locataire arrive, fou de colère d'avoir été oublié et demande à Barbara les raisons de sa négligence. C'est alors qu'il aperçoit le jeune homme, le chauffeur de la voiture dans laquelle est arrivée Barbara. Sa rage redouble, il jette violemment ses clés sur la table, va chercher sa hache et son couteau et quitte la maison. Le jeune homme n'a pas bronché. Le lendemain, dimanche, regrettant sa colère et son départ, le vieux locataire revient chez Barbara pour essayer d'arranger les choses, car il a une certaine affection pour elle. Il frappe à la porte, personne ne répond. Inquiet, il court chercher le fils de Barbara. Leurs efforts conjugués n'obtiennent pas plus de succès. Cependant, il remarque une lueur à la fenêtre de la salle de bain. Mais, ne découvrant pas de traces de pas dans la neige fraîchement tombée, il avait neigé le samedi après 21 heures jusqu'au dimanche à 18 heures et la couche s'élevait à 12 cm, donc n'ayant relevé aucune trace de pas, il ne s'inquiète pas outre mesure et décide de revenir le lendemain, se persuadant que Barbara a dû s'absenter. Il revient le lundi, puis le mardi. La maison reste muette. Évidemment, le lieutenant s'étonne que ces 2 hommes, dont l'un est le propre fils de Madame Dollerer, aient attendu d'un commun accord le mercredi pour prévenir la police. Les 2 témoins confus déclarent qu'ils n'ont pas osé donner l'alerte plus tôt. Barbara avait déjà dérangé la police plusieurs fois et il fallait s'attendre à tout avec Barbara. C'est en passant par la porte de la cave, qui était d'ailleurs ouverte, que la police a pénétré dans la maison et découvert le cadavre. Quel casse-tête! Récapitulons les faits qui conduisent le lieutenant à penser que la victime a été tuée dans la nuit du samedi au dimanche. Petit A, Barbara Dollerer est aperçue le samedi à 20 heures lorsque le vieux locataire la quitte, la laissant en compagnie du chauffeur inconnu. Petit B, le dimanche,
On ne trouve aucune trace de pas sur la neige tombée à partir du samedi 21h. Petit c, dès la matinée du dimanche, aucune réponse n'est donnée aux coups de sonnette et aux appels répétés. Petit d, l'autopsie est formelle, la mort remonte à la nuit du samedi au dimanche et l'estomac de la victime ne contient pas de traces de nourriture. On ne peut donc établir aucune relation entre son dernier repas et sa mort. Quelque part dans la bâtisse, une pendule sonne 5 heures. Bon sang. Le cadavre a été découvert vers 11 heures du matin. Le lieutenant se heurte toujours aux 3 possibilités. Suicide, mort sur commande ou crime crapuleux. Suicide. Mort sur commande ou crime crapuleux. Suicide, mort sur commande. C'est à devenir fou. Les récits extraordinaires de Pierre Delmar, un podcast Europe 1. Le lieutenant interroge le médecin légiste au téléphone. « Dites-moi, est-ce que pour prouver à tout le monde que ses prédictions étaient exactes, Madame Barbara Dollerer aurait pu se suicider ?»« Ah, vous me faites rigoler, répond le médecin légiste. Oh, tout est possible, bien sûr, mais quand même. On a vu des gens se suicider en s'étranglant, mais je ne vois pas la victime se donner en même temps des coups de couteau, surtout dans le dos. »« Comment ça, dans le dos ?»« Ah oui, il y a 2 coups de couteau dans le dos. » Ouf! Le lieutenant peut enfin éliminer une des 3 éventualités. D'ailleurs, il manque l'arme du crime, les clés, le porte-monnaie de la victime. Et puis, jamais Barbara Dollerer n'a prononcé le mot suicide. La deuxième possibilité, c'est la mort sur commande. Si le lieutenant attache peu d'importance à l'avertissement de la victime disant qu'elle serait tuée par un homme aux yeux noirs, il ne peut tout de même pas le négliger. Barbara aurait pu payer un tueur professionnel. N'oublions pas les scènes d'adieu, les fameuses prédictions. On peut sûrement s'acheter un tueur avec de l'argent. Et il peut avoir les yeux noirs. Pourquoi pas? Seulement, pourquoi aurait-il pris les clés et le porte-monnaie? Un professionnel fait son horrible travail et s'en va sans laisser de traces. Au fait, à propos de traces, le chauffeur qui a conduit Mme Barbara Dollerer samedi à son domicile n'en a pas laissé. Le lieutenant interroge à nouveau la voisine qui a vu la voiture arriver. Hélas, elle ne peut décrire ni la voiture, ni le conducteur, donc aucun renseignement sur cet homme. Voyons maintenant le crime crapuleux. C'est possible, vu les tiroirs ouverts, la disparition du porte-monnaie, le désordre prouvant la lutte qui a précédé le crime. Peut-être que les cordes ont d'abord servi à immobiliser la victime pour qu'elle révèle la cachette de son argent. L'assassin, ayant des difficultés avec Mme Dollerer, l'a d'abord frappée, puis frappée encore, les lieux prouvant bien le degré de violence de cet hypothétique crime crapuleux. Mais retenons l'hypothèse la plus simple, le fils. Il faut tenir compte des relations tendues entre Mme Dollerer et son fils unique, bénéficiaire de l'assurance vie, seul héritier de tous les biens de sa mère, et qui a mis 3 jours pour prévenir la police. Oui, mais il n'était pas seul. Et le vieux locataire a donc aussi son importance. On se souvient de sa violente colère du samedi, jour du crime, lorsqu'il s'est senti sans aucun doute bafoué et sûrement jaloux. Il avoue d'ailleurs avoir violemment désiré Barbara. Il aurait voulu avoir des relations sexuelles avec elle, mais elle le repoussait toujours. Voilà donc cet homme qui, plein de bonne volonté, veut protéger la femme qu'il commence à aimer en face de l'homme qu'elle lui préfère et pour lequel elle le délaisse, lui, son fidèle protecteur. Donc on ne peut exclure le vieux locataire. Il aurait pu revenir plus tôt qu'il ne l'a dit, après le départ du chauffeur, commettre l'épouvantable crime, prendre les clés pour refermer la porte derrière lui, la substitution du porte-monnaie ayant pour but de donner le change. D'autant plus que la porte de la cave était ouverte. Et il est étrange que lui, qui connaissait parfaitement la maison, ne l'ait pas remarqué durant les 3 jours qui se sont écoulés avant l'arrivée de la police. Aucun doute que le lieutenant est en présence de 2 suspects intéressants. Enfin, si l'on revient à l'idée du meurtre sur commande, l'invité de Barbara, cet inconnu resté seul avec elle après le départ du vieux locataire, peut être un tueur professionnel commandé par elle. C'est donc un 3e suspect. Hélas, personne ne peut le décrire, ni la voisine, ni le vieux locataire. C'est pourtant tout compte fait le personnage le plus important. D'après le vieux locataire, c'est lui qui est resté le dernier avec Barbara. Est-ce un tueur, à qui la victime a commandé de la tuer, pour que sa prédiction se réalise, ou bien est-ce un meurtrier seulement désireux de voler sa victime, en tout cas un témoin qui pourrait faire avancer l'enquête? À 19 heures, le lieutenant conclut qu'il faut à tout prix retrouver cet homme et demande l'aide des divers moyens d'information, radio, presse, télévision.
Le soir même, vers 20 h, alors que le lieutenant, retourné à son bureau, s'apprête à rentrer chez lui, un homme, dans sa voiture, entend l'appel à la radio, change de route et se présente à la police. À 20 h 30, il est devant le lieutenant. Bien sûr qu'il connaît Madame Dollerer. Il était chez elle samedi. C'est lui le chauffeur mystérieux qui a reconduit Barbara à son domicile. Et il a les yeux noirs. Le lieutenant est surpris de la spontanéité des déclarations du témoin. Il n'a pas l'inquiétude, la maladresse, les hésitations habituelles. Il s'appelle Ernest Weiss. Il est âgé de 28 ans. Il est entrepreneur de transport à Munich. Et voici sa déclaration. Le samedi 14 février, vers midi, Barbara se présente chez lui. Il a eu autrefois des relations professionnelles avec elle et lui avait laissé sa carte. Il fut néanmoins surpris ce samedi de la voir à sa porte et comprit qu'elle cherchait, disons, une aventure. Barbara parla de choses et d'autres et bien entendu de ses obsessions qu'il enregistra sur magnétophone. Emportée par son sujet, elle fit un récit d'1 h 30. Comme elle était très abattue, il accepta de la conduire chez elle. En arrivant, Barbara insista pour qu'il visite sa maison, mais à cause du désordre qui régnait, elle lui demanda d'attendre quelques minutes avant de rentrer pour faire un rangement rapide. Ernest Weiss déclare alors avoir vu, lors de la visite, un homme couché dans la chambre de Barbara et que ce dormeur s'y trouvait toujours lors de son départ. Le lieutenant demande alors à Ernest Weiss de lui confier les vêtements qu'il portait le samedi afin de procéder à leur analyse. Ernest Weiss a beau s'indigner, il a beau faire appel à un avocat, le lieutenant s'obstine. La spontanéité d'un témoin n'est pas une raison d'innocenter. Et le lieutenant considère bel et bien Ernest Weiss comme un troisième suspect, même si son témoignage fait découvrir l'existence d'un nouveau et quatrième suspect, le dormeur. Ce dormeur, qui est-il? Le fils? Peut-être le vieux locataire? Ah non, puisqu'il attendait Barbara au restaurant. Et puis, Ernest Weiss confirme l'arrivée orageuse du vieux locataire de Barbara vers 19 h. Alors le lieutenant trouve que les déclarations d'Ernest Weiss sont trop parfaites. Mais ses collègues lui font remarquer qu'un meurtrier ne se présenterait pas aussi spontanément à la police. Ah, tant pis. Le lieutenant interroge sans cesse le malheureux qui, coupable ou non, doit regretter de s'être fourré dans la gueule du loup. Les premiers résultats du laboratoire semblent donner raison au lieutenant. Ils révèlent que les vêtements, bien qu'ils aient été lavés, conservent des traces imperceptibles de sang du groupe A, le même groupe que celui de Barbara. Alors le lieutenant s'acharne. L'homme est devenu le suspect numéro 1. Il ne le lâche pas une seconde. Il a les yeux noirs. C'est peut-être le meurtrier sur commande. Puis, 1 heure plus tard, les assistants du lieutenant sont consternés. Ils ont une mauvaise nouvelle. Ils hésitent à entrer dans le bureau du lieutenant qu'on vient d'entendre hurler de colère contre son client réticent. Pourtant l'un d'eux ose. Il frappe. Surprise, la voix du lieutenant est calme. Qu'est-ce que c'est? Entrez! Le policier entre. Le suspect est prostré. Le lieutenant boit tranquillement une bière. Alors? Demande le lieutenant d'une voix suave. Voilà, chef. Et le policier craintif lui murmure à l'oreille. Le groupe A, ça ne vaut rien. Le suspect aussi est du groupe A. Le lieutenant, hilar, se tourne vers Ernest Weiss. Mon pauvre vieux, dit-il. 1 minute de plus, et tu m'échappais. Car le suspect, terrorisé par la colère du lieutenant, vient de tout avouer. Ses aveux les voici. Lorsque le vieux locataire était reparti furieux, Barbara demanda à Ernest Weiss de la satisfaire sexuellement. Il aurait refusé, alléguant qu'il était fiancé. Barbara aurait alors injurié la fiancée d'Ernest, puis se serait allongée sur le lit et se serait moquée de lui et de ses capacités d'aimer. Alors, il l'aurait tué. Pour faire croire à un meurtre dont le mobile aurait été le vol, il s'empara d'objets insignifiants qu'il alla jeter avec son couteau, l'arme du crime, et la carte d'identité de Barbara dans la rivière. 1 heure plus tard, un plongeur retrouve en effet une partie de ces objets dans la rivière en question. Ernest Weiss, croyant son crime parfait, s'en fut trouver la police pour répondre à l'appel de recherche sans aucune appréhension. Le jour même, le lieutenant a l'explication du sang-froid d'Ernest Weiss. Cet homme a déjà acquis une certaine assurance en se tirant sans dommage d'une autre affaire qu'il avait amenée devant les assises de Nuremberg.
Il avait été soupçonné d'avoir voulu tuer sa belle-mère qu'il aimait trop passionnément. Celle-ci prétendit qu'il essaya de se tuer avec elle en précipitant son camion contre un autre. Aux assises, il fut condamné, mais non pour tentative de meurtre, mais pour conduite défectueuse accompagnée de blessures. Et c'est avec ce même aplomb qu'il se présenta au lieutenant pour l'affaire Dollerer. Mais Ernest Wess ne savait pas que sa victime avait prévenu. Mon assassin aura les yeux noirs.